Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale. Dans ce nouveau podcast, on va apprendre tous les bienfaits de la noix de coco, ce fruit sous-coté que l'on peut consommer aussi bien en tant que tel que sous forme d'huile ou de crème. Nous allons découvrir à quel point cet aliment renferme des trésors sur le plan nutritionnel et ainsi prendre conscience du fait qu'il est à tort très rarement consommé, notamment en Occident. Il suffit d'ailleurs d'un rapide sondage pour se rendre compte que très peu de gens consomment de la noix de coco, que ce soit sous forme d'huile ou de fruits. La plupart des individus ayant une alimentation standard qui ne s'intéressent pas forcément aux super pouvoirs que la nutrition pourrait débloquer chez eux, risquent d'être interloqués si vous leur rapportez que vous consommez régulièrement de la noix de coco. Car cet aliment, pour le moins exotique, n'a a priori pas de raison particulière d'être consommé, déjà de par sa nature exotique, et parce qu'on n'a pas eu l'habitude d'en consommer, excepté de façon exceptionnelle, éventuellement des préparations d'ailleurs sucrées, et pour notre plus grand plaisir. Alors certes, la culture intensive de la noix de coco et son importation dans les pays où elle n'est pas cultivée peut soulever certaines interrogations sur le plan écologique, mais pour la santé, ce fruit n'en reste pas moins un super aliment sur le plan nutritionnel et nous allons découvrir ici pourquoi et comment on peut le consommer pour améliorer sa santé, sa vitalité et son tour de taille. Comme vous le savez probablement déjà, l'objectif de ce guide est de fournir la palette d'outils la plus complète afin de reprendre sa santé en main et fournir en quelque sorte le meilleur carburant possible pour son organisme afin que celui-ci puisse donner le meilleur de lui-même. Pour débloquer cette vitalité, on peut passer notamment par une alimentation de type low carb high fat, en consommant donc majoritairement des protéines et des graisses animales et minoritairement des aliments riches en glucides mais provenant d'aliments sains comme éventuellement la pomme de terre cuite au four, le panais, la patate douce, le riz, les légumineuses ou encore le sarrasin ou le blé ancien. Une fois adapté au monde moderne, ce format low carb high fat peut se décliner comme suit. On peut éventuellement par exemple prendre un premier repas riche en protéines, en lipides et éventuellement en glucides à index glycémique bas, illustré par exemple par des œufs ou du fromage, accompagné de 2 tartines de sarrasin ou de pain de petit épeautre ou de pain de seigle, avec de l'huile d'olive et éventuellement de l'avocat. Un second repas riche en protéines et en glucides à IG bas, comme du poulet, accompagné tout simplement d'une bonne portion de pommes de terre et de quelques légumes ou d'une salade. Et un dîner plutôt léger, riche en protéines très facilement assimilables, provenant par exemple du poisson, qui peut être maigre ou parfois gras, et en lipides, provenant éventuellement d'une huile végétale de bonne qualité, comme l'huile d'olive ou l'huile de lin, et d'une petite salade. Et on peut également ajouter une collation faite d'un fruit, d'un oléagineux ou d'un yaourt grec, ou encore d'un carré de chocolat noir de temps en temps si la faim est ressentie et en fonction des objectifs de chacun. Ce sont des exemples, et les aliments sont tous interchangeables par d'autres aliments de la même famille, et l'idée ne consiste pas à faire des repas identiques forcément tous les jours. Ça, c'est pour la première chose. La seconde chose, c'est qu'on peut également adopter une alimentation dite méditerranéo-zone bleue compatible, c'est-à-dire une alimentation plus diversifiée, telle que l'avènement de l'agriculture à l'ère du néolithique et la grande distribution plus récemment l'ont permis. Mais toujours à partir d'aliments bruts et avec une répartition adaptée et équilibrée des macronutriments, donc protéines, lipides et glucides, ainsi qu'un apport en fibres adapté, avec parfois même une dominante glucidique et une partie assez minoritaire finalement en lipides, mais avec des glucides de très bonne qualité. Dans le modèle méditerranéen, et plus généralement dans le modèle des zones bleues, qui concerne par exemple la diète d'Okinawa, mais pas que, on peut largement rehausser son apport en glucides, puisque celui-ci provient d'aliments sains et bruts, tels que par exemple les légumes racines cuits au four, quelques fruits, des céréales à index glycémique modéré, ou du riz basmati ou du riz semi-complet. On peut également alterner des périodes de low carb high fat, donc avec une dominante lipidique sur plusieurs jours, et au besoin refaire ses stocks de glycogène, c'est-à-dire ses stocks de glucides,
à partir d'un ou deux ou de trois repas relativement riches en glucides tous les 4 à 5 jours par exemple ou toutes les semaines. Surtout lorsqu'on ressent que son énergie est en berne et toujours à partir d'aliments triés sur le volet, hors repas de plaisir et de sortie en tout genre évidemment. Enfin, une autre option, c'est de se passer totalement des glucides et d'apporter son énergie par les lipides via une alimentation purement cétogène, que l'on a déjà abordé en long et en large dans ce guide, que l'on pourra également faire par période, mais cette fois par période de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, plutôt que de plusieurs jours, et donc pas forcément sur quelques jours, car cela empêche de profiter pleinement de la cétose, excepté éventuellement pour certains sportifs de haut niveau, mais c'est un autre sujet. Tout cela a donc déjà été décrit dans ce guide, et finalement, quel que soit le format alimentaire que l'on adopte, il existe justement 3 aliments phares qui sont résolument adaptés à ces 3 modes alimentaires. Donc que ce soit la diète donc cétogène ou low carb high fat ou méditerranéenne et zone bleue. Et ces 3 aliments sont donc adaptés à ces 3 modes alimentaires et constituent une sorte de game changer sur le plan métabolique et hormonal. Ce sont précisément l'olive et donc l'huile d'olive que l'on a déjà traité précédemment, l'avocat qu'on a également également traité précédemment, et enfin la noix de coco qu'on va traiter dans ce podcast. On notera que ces 3 aliments sont des fruits, mais des fruits totalement atypiques en raison de leur composition nutritionnelle, majoritaire en lipides et non en sucre, comme la majorité des autres fruits. Dans les faits, ce sont des fruits frais oléagineux qui viennent compléter les fruits secs oléagineux ainsi que les graines oléagineuses qu'on a déjà également traitées précédemment. La noix de coco, à l'instar de l'avocat ou de l'olive, fait partie de ces super aliments typiques des zones bleues, ces zones où l'espérance de vie en bonne santé bat des records. Et elle est, tout comme les 2 autres fruits, mais aussi comme l'aubergine, la tomate, la courgette ou le poivron, une sorte de légume-fruit que l'on peut utiliser aussi bien en salé qu'en sucré. Et qui sont tous ici, ces légumes-fruits, compatibles avec une alimentation méditerranéenne. Et comme si cela ne suffisait pas, la noix de coco, tout comme les aliments précédemment cités, est un aliment typique de la diète cétogène et de l'alimentation low carb high fat. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là, et par les communautés dites keto, que la noix de coco a été particulièrement popularisée ces dernières années, à l'image d'ailleurs de l'avocat. La force de la noix de coco, c'est qu'elle est aussi efficace dans le cadre d'une alimentation riche en glucides que dans le cadre d'une alimentation à dominante lipidique, ce qui est d'ailleurs également le cas de l'avocat et de l'olive. Pourtant, vu d'Europe ou d'Amérique, la noix de coco reste un aliment relativement exotique. Le cocotier est originaire du continent océanique et les principaux pays producteurs mondiaux de ce fruit, dont l'arbre pousse sur les plaines côtières des régions tropicales en milieu humide, sont l'Indonésie, les Philippines et l'Inde. C'est justement l'essence même de ce guide qui, au départ, avait pour vocation et pour objectif de croiser les meilleurs modes alimentaires et les meilleurs ingrédients consommés dans les 4 coins du globe afin de tirer le meilleur parti de ces différentes façons de manger et ainsi tendre vers une sorte d'idéal alimentaire pour la santé, pour la longévité, la vitalité, donc l'énergie, et enfin bien sûr le tour de taille, et donc la perte de poids. Évidemment, les populations sont toutes différentes et les individus ne sont pas similaires en tout point. Certains sont plus adaptés que d'autres quant à la consommation de certains ingrédients, et le plus simple reste donc de se tester et d'apprendre à se connaître. Mais en réunissant les meilleurs aliments possibles, donc qui proviennent de ces 4 coins du globe, et donc ceux qui, par observation au moins, ou par lien de cause à effet au mieux, ont montré des résultats probants sur la santé et sur l'espérance de vie, on peut espérer tendre vers cet idéal sans forcément l'atteindre, car il n'est nullement question ici d'être en quête d'un sacro-saint optimal
qui nous rendrait absolument rigides en termes d'habitudes alimentaires et comportementales, mais plutôt d'approcher une hygiène de vie qui soit la plus efficace possible, la majorité du temps, afin de rendre la vie plus agréable, plus fonctionnelle, et cela le plus longtemps possible. Si la noix de coco n'est pas originaire de la région où l'on vit, et qu'il est vrai qu'elle pose des questions sur le plan écologique, mais pas plus que d'autres aliments très consommés par ailleurs dans la diète occidentale moderne, elle s'inscrit, donc la noix de coco, elle s'inscrit néanmoins complètement dans cette quête de l'alimentation optimisée, puisqu'elle a été identifiée comme un super aliment, que ce soit sous sa forme donc, de fruits bruts, que sous forme d'huile. L'idée n'est donc surtout pas d'en abuser, mais de l'adopter à plus ou moins petite dose en fonction du mode alimentaire choisi. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce contenu réservé aux membres Blueness? On va d'abord savoir comment on doit interpréter le profil nutritionnel de la noix de coco. Ensuite, on va se poser la question de savoir comment est-ce qu'elle peut être bonne pour la santé, sachant qu'elle est très riche en graisses saturées et que les recommandations officielles suggèrent justement de diminuer notre consommation de graisses saturées, ce qui est ici paradoxal en ce qui concerne la noix de coco, mais nous verrons que les choses ne sont pas aussi simples. Par ailleurs, nous allons rappeler ce que c'est qu'un acide gras à proprement parler. Et enfin, nous verrons plus en détail qu'est-ce qu'un acide gras saturé et quelle différence il y a avec un acide gras monoinsaturé, comme ceux qui proviennent de l'huile d'olive, et polyinsaturés, comme ceux qui proviennent par exemple du poisson, donc les oméga 3, ou des huiles végétales, comme l'huile de tournesol. Nous verrons ensuite en quoi ces différents types d'acides gras saturés ont pour conséquence sur la conservation des aliments et sur le mode de cuisson. Nous verrons ensuite que la noix de coco dispose d'un type particulier d'acide gras qu'on retrouve presque exclusivement dans ce fruit, donc la noix de coco, et qui fait de son huile, l'huile de coco, un superbe pourvoyeur d'énergie à la fois cérébrale, donc pour le cerveau, et physique, pour l'activité physique. Nous verrons les différentes déclinaisons de la noix de coco, qui vont du yaourt à l'eau, en passant par le lait de coco et la crème de coco, et nous verrons lesquelles sont bénéfiques pour la santé et lesquelles le sont moins. Nous verrons quel mode de cuisson est recommandé pour l'huile de coco, et enfin, nous conclurons sur la quantité de noix de coco, quelle que soit sa forme, en fonction donc de la diète alimentaire choisie. Si par exemple on est en cétogène, en low carb ou en diète plus ou moins méditerranéenne. Dans ce contenu réservé aux membres Blueness, nous allons donc passer au crible la noix de coco et ce fruit atypique n'aura désormais plus aucun secret pour vous.